pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du film Enter the Void, qui est l'un de mes films préférés. J'ai actuellement mon PC juste à côté de moi et je suis sur le site Allociné. Je vais donc vous lire le synopsis ainsi que les anecdotes du film. Alors, Enter the Void est un film qui a été réalisé par Gaspard Noé en 2010. Je vous lis le synopsis. Oscar et sa sœur Linda habitent depuis peu à Tokyo. Oscar survit de petites îles de drogue alors que Linda est stripteaseuse dans une boîte de nuit. Un soir, lors d'une descente de police, Oscar est touché par une balle. Tandis qu'il agonise, son esprit, fidèle à la promesse faite à sa sœur de ne jamais l'abandonner, refuse de quitter le monde des vivants. Son esprit erre alors dans la ville et ses visions deviennent de plus en plus chaotiques et cauchemardesques. Passé, présent et futur se mélangent dans un maelstrom hallucinatoire. J'enchaîne avec les anecdotes potins, actu voire secrets inavouables de Enter the Void et de son tournage. Le 2001 de Gaspard Noé. Enter the Void représente un travail de plusieurs années pour le réalisateur et le film n'est pas sans rapport avec 2001, l'Odyssée de l'espace qui a largement marqué Gaspard Noé. Comme beaucoup de réalisateurs, toute ma vie, j'ai rêvé de faire mon 2001 à moi, en y greffant d'autres émotions ressenties avec Eraserhead ou Inauguration of the Pleasure Dome. Le premier, j'ai dû le voir au moins 50 fois. Les autres, presque une trentaine, et je ne m'en lasse toujours pas. Mais sans vouloir me comparer à ces immenses cinéastes, l'objet fini est à milieu de ses repères, certainement parce que les obsessions qui sont à l'origine de ce projet proviennent de mes 20 ans, et qu'elles sont beaucoup moins adultes que celles de Kubrick, Lynch ou Anger. Du coup, je crois que c'est vraiment un film pour les adolescents en quête de perception altérée. Un film trip tel qu'on vendait 2001 à l'époque de sa sortie. Le résultat est quand même un ovni assez cher dans le système de production international et c'est justement ça qui fera peut-être son succès. Sans le soutien passionné de Wild Bunch, de Fidélité et de BUF, ce film ne serait jamais fait. Des effets spéciaux mentaux. Le film est divisible en 3 parties et comporte 3 types de systèmes narratifs différents, chacun lié à des déformations de la perception dont Gaspard Noé dresse le tableau. L'idée est de reproduire par des moyens cinématographiques des états altérés de la conscience et de se rapprocher autant que possible de la perception humaine, même pendant des phases de sommeil, d'agonie, etc. Au bout de la 30e minute, Oscar se trouve dans un état second et commence à avoir des hallucinations qui ne s'arrêteront qu'avec la fin du film. Quand on fait des effets spéciaux mentaux, c'est comme improviser un concert sans avoir jamais été chef d'orchestre ni savoir jouer du moindre instrument. On dépend totalement de celui qui va choisir les musiciens et être capable d'harmoniser leur travail. À l'arrivée, un coup musical ressort, mais les instruments sont entre les mains des autres. Et là, avec Pierre Buffin et ses équipes, j'ai été on ne peut mieux entouré. Le film comparé à Avatar. Présenté pour la première fois au festival de Sundance, la dernière version du film a été comparée à Avatar pour sa complexité technique et son côté psychédélique. Bien que l'univers décrit soit évidemment aux antipodes du blockbuster de James Cameron. Mélodrame psychédélique. Pour le réalisateur Gaspard Noé, son film est difficilement classable dans un genre en particulier et constitue un véritable ovni cinématographique. Il le définit lui-même comme un mélodrame psychédélique. Je voulais cette fois-ci faire un film hallucinatoire d'images et de couleurs, quelque chose d'onirique ou hypnotique, où la beauté visuelle et le sens
personnage d'Oscar, interprété par Nathaniel Brown dans le film, n'est jamais filmé de face, ce qui est assez inhabituel. Gaspard Noé explique que c'est pour cette raison qu'il a préféré choisir un acteur non professionnel et raconte sa rencontre avec le comédien. Pour le rôle d'Oscar, qu'on ne voit jamais de face, j'aurais sûrement eu à gérer des crises de nerfs narcissiques à un moment ou à un autre si j'avais dû prendre un comédien. Du coup, j'ai choisi quelqu'un qui voulait être réalisateur et qui était enchanté de participer à un tournage en apportant des idées s'il le souhaitait. Il est très intelligent et il s'est avéré excellent sur le plateau. Lors d'une séquence en vision subjective où j'étais très fatigué, je lui ai même proposé de faire la caméra à ma place. J'ai rencontré Nathan environ 10 jours avant le début du tournage. Il vendait des t-shirts à Brooklyn. Une semaine après, il était star de cinéma au Japon. Un casting d'inconnus et de débutants. Pour ne pas éclipser le film par des têtes d'affiche trop impressionnantes, Gaspard Noé a choisi des acteurs professionnels, mal connus du grand public ainsi que des débutants. Le parti pris était de ne pas avoir de comédiens qu'on puisse reconnaître, mais pas forcément des noms professionnels, car pour le rôle de Linda, je voulais avoir une fille qui ait l'habitude de crier ou de pleurer sur commande, le film comportant de nombreuses séquences mélodramatiques. J'ai vu à la fois des jeunes actrices, des non-professionnels et des mannequins. Puis aux États-Unis, j'ai rencontré Paz de la Huerta, que j'aimais plus que les autres. Il fallait ensuite que je trouve un frère qui lui ressemble physiquement, parce que je ne supporte pas les films où le frère et la sœur ne se ressemblent pas. Oscar, entre parenthèses Nathaniel Brown, et Alex, entre parenthèses Cyril Roy, eux, ne sont pas du tout des comédiens. La plupart des personnes à l'écran n'imaginaient pas qu'un jour ils joueraient dans un film. Ce sont des gens qui sont à l'aise dans la vie, ils s'amusent devant la caméra. Et je pense qu'à aucun moment, ni Nathaniel ni Cyril ne sentaient qu'ils travaillaient. Paz avait sans doute davantage conscience d'interpréter un rôle. Modification. La première version du film, qui durait 2h41, a été présentée au Festival du film de Toronto. Une nouvelle version rallongée de 2 minutes supplémentaires a ensuite été projetée lors du Festival de Cannes en 2009. Le film n'était alors pas du tout fini. La post-production prit 3 mois supplémentaires, durant lesquels des éléments visuels et sonores furent accentués. Gaspard Noé coupa ainsi 4 minutes du film et ajouta une séquence prologue de 2 minutes. Le film se termine sur The Void, entre parenthèses, le vide, sans générique de fin. La difficulté de filmer. Le grand défi de ce film reste pour Gaspard Noé les effets visuels psychédéliques pour lesquels il a dû redoubler d'ingéniosité. Le film comporte des mouvements de caméra très complexes. Ma plus grande obsession quand j'ai commencé à préparer le film n'était pas de savoir qui allait jouer dedans, mais qui serait mon machiniste. Le plus compliqué, c'était d'avoir quelqu'un de suffisamment doué pour trouver des systèmes de fixage de grue pour que la caméra vole en permanence en traversant les murs. Ça paraissait un pari technique impossible. On a essayé de faire fabriquer des prototypes. Finalement, on pensait tourner dans des décors réels, mais on a dû beaucoup reconstruire en studio parce que c'était impossible autrement. Du coup, on avait des énormes grues dans les studios et leur mouvement était parfois limité. Je faisais des cauchemars dans lesquels la grue était bloquée et, tous les soirs, je rêvais de positions de caméra et d'enchaînement de plans. Heureusement, on m'a trouvé un machiniste japonais aussi génial qu'adorable. C'est même un miracle que le film soit techniquement aussi achevé, parce que chaque séquence soulevait un nouveau problème technique. Le Love Hotel, comme le Void, ce Love Hotel a été créé de toutes pièces en studio. Il y en a beaucoup à Tokyo, mais les étrangers n'y sont pas vraiment les bienvenus et tout est écrit en japonais. Je me suis inspiré des bouquins de photos de Love Hotel, mais en poussant le côté psychédélique, raconte Gaspard Noé. Un scénario visuel. Contrairement à Irréversible où il y avait un scénario de 3 pages, on avait un scénario d'une centaine de pages mais avec
mise en scène, les mouvements de caméra. Puis sur le tournage, pour certaines séquences, très souvent je proposais aux comédiens de rajouter leur propre dialogue. Si des actions, une fois la prise utile, tournées. Les dialogues ne sont jamais meilleurs que lorsqu'ils sont naturels aux comédiens. D'ailleurs, si le film dépasse aujourd'hui les 2 heures, c'est parce qu'il existe un temps naturel aux séquences. Si on essaye d'accélérer ce temps naturel, on arrive à des résultats trop informatifs et les situations ne vivent plus par elles-mêmes. 4 scénarios, 4 pays différents. Gaspard Noé n'a pas tout de suite eu en tête le Japon comme lieu de tournage. Il a longuement hésité avec d'autres pays et d'autres villes. La première version du scénario se déroulait dans la cordillère des Andes, la deuxième en France, et j'ai écrit une version en pensant tourner le film à New York. Mais pour moi, le Japon est le pays le plus fascinant qui soit, et j'ai toujours eu envie d'y tourner un film. Pour ce projet précis, avec son aspect hallucinogène nécessitant des couleurs très vives, Tokyo, entre parenthèses qui est l'une des villes les plus colorées et avec le plus de lumière clignotante que je connaisse, était donc le décor idéal. Même si ça paraissait très compliqué au départ, tourner là-bas fut un plaisir énorme et je serais heureux de refaire un film au Japon. Le tournage à Tokyo s'est déroulé sur un peu plus de 3 mois, tandis que le tournage à Montréal, au Québec, qui concerne les séquences sur l'enfance des personnages, a duré 4 semaines. Au départ, Gaspard Noé voulait tourner les séquences sur l'enfance à New York, où il a lui-même passé une partie de son enfance. Mais pour des raisons de législation du travail, son choix s'est finalement porté sur le Canada, car les lois du pays permettaient d'y tourner pendant plus longtemps qu'aux États-Unis, où le tournage aurait pris 8 semaines au lieu de 4. Les influences de Gaspard Noé. J'ai eu une éducation athée, mais comme la plupart des athées, vers la fin de l'adolescence, quand on commence à fumer des joints, on commence aussi à se poser des questions sur la mort et sur l'existence d'un au-delà éventuel. Même si je n'ai jamais eu des tendances religieuses, j'ai commencé à m'intéresser aux livres traitant de la réincarnation. La vie après la mort de Raymond Moody, notamment, et je me faisais tout un film sur ce qui pourrait m'arriver si je venais à mourir. Cette peur de la mort s'estompe en grandissant, mais les premières idées de faire un film sur ce qui se passe après la mort du personnage principal viennent de cette époque-là. Plus tard, vers 23 ans, j'ai découvert Sous champignons, La Dame du lac de Robert Montgomery, 1947, qui est un film entièrement en vision subjective et tout d'un coup, j'étais transporté dans la télé et dans la tête du personnage principal, bien que le film soit en noir et blanc et sous-titré. Je me suis dit que filmer à travers les yeux d'un personnage était le plus bel artifice cinématographique qui soit, et que le jour où je ferai un film sur l'au-delà, ce serait en vision subjective. Des années plus tard, l'ouverture de Strange Days de Catherine Bigelow m'a confirmé l'efficacité de ce parti pris filmique. L'idée de ce film traînait donc depuis bien avant Carne ou Seul contre tous. Je l'ai écrit pendant près de 15 ans, et je ne sais plus par combien de versions je suis passé. Les premières étaient beaucoup plus narratives et linéaires, les dernières plus abstraites et planantes. La drogue et la mort. Dans son film, Gaspard Noé fait le lien entre l'univers des drogues et de la mort. Des livres racontent comment les gens font des hallucinations au moment de leur mort, liées à la sécrétion de DMT dans le cerveau. Cette molécule est la substance à l'origine des rêves, et il paraît qu'une décharge massive peut se produire lors d'un accident ou de la mort. Cette molécule est la même qu'on peut absorber en grosse quantité dans certaines plantes d'Amazonie. Je n'ai jamais eu de mort clinique, ni été dans le coma, et je ne crois pas en une quelconque vie après la mort. Mais ça me plaisait de faire un film sur un personnage qui, pour se rassurer, a envie de croire en l'au-delà. Comme s'il faisait un dernier voyage en esprit et qu'il projetait ses obsessions. Ses désirs et ses peurs selon le parcours post-mortem décrit dans le livre des morts tibétains. Le poids du hasard sur le destin. Dans ces films, le réalisateur traite très souvent du thème de la méprise ou de l'accident qui peut soudain changer une vie ou un destin. Que ce soit dans Carne, où un malentendu tourne au coup de poignard, dans Irréversible, où le violon anonyme attend Monica
c'est un ressort dramatique auquel n'importe qui devrait s'identifier. J'ai rencontré une fois une fille qui avait assisté avec sa petite sœur à la mort de sa mère dans des conditions très similaires. Quant à moi, j'avais eu très jeune un accident de taxi qui, bien qu'anodin en comparaison, est resté gravé dans ma mémoire. Mais le vrai ressort dramatique dans ce film est le pacte de sang des deux enfants, avec cette promesse impossible à tenir de se protéger mutuellement, même par-delà la mort. Donc pour la dernière partie, qui se résume en une phrase, à Cannes, Enter the Void a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2009. Voilà, donc je viens de lire toutes les anecdotes du film. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, Enter the Void est vraiment, je pourrais même dire que c'est mon film préféré, puisque voilà, on va dire que la mise en scène, la colorimétrie, enfin vraiment tout est vraiment magnifique dans ce film. Et même si le scénario peut paraître assez simple, et il l'est dans le fond, toute la mise en scène et tout ce qui est développé autour de ce scénario est vraiment exceptionnel, je trouve, aussi bien en termes de technique et de visuel. Vraiment, en fait, c'est vraiment un film que, on va dire, c'est un film qui, voilà, on va dire qu'on n'assimile pas tout de suite ce qu'on regarde ou alors ce qu'on a vu. Il faut vraiment un peu de temps pour comprendre tout ça, prendre un peu de recul là-dessus. Mais voilà, c'est un peu difficile à décrire vraiment comme type de film parce que je n'en ai jamais vu d'autres de ce type. Et c'est bien pour ça que c'est mon film préféré, parce que il est vraiment à part, je trouve. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. En tout cas, si vous n'êtes pas, on va dire, sensible, ou déjà si vous n'êtes pas épileptique non plus, car niveau rien que le générique, rien que l'ouverture du film est déjà très voilà, psychédélique, avec beaucoup de lumière, beaucoup de flash. C'est voilà, c'est vraiment une expérience visuelle en fait. Voilà, je résumerai vraiment ce film comme ça, vraiment une expérience visuelle. Et le travail sur le sound design est vraiment contribue énormément. En fait, c'est voilà, c'est comme je vous le dis, vous pouvez le regarder et pendant tout le film, vous allez vous demander ce que vous regardez. Mais après, après que le film sera terminé, là, vous pourrez prendre du recul sur le contenu du film. Et je pense que même si vous n'avez pas forcément apprécié, on ne peut que saluer l'œuvre de Gaspard Noé, qui pour le coup, voilà, comme je l'ai dit, est vraiment unique et se démarque beaucoup de ce qui a pu se faire dans le cinéma. Voilà, donc je termine sur ces mots. J'espère que cette vidéo vous a plu.